Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Vous êtes 3 100 000 personnes à suivre les programmes de Studio Tamani sur 85 radios, 3 télévisions chaque jour. Merci de votre fidélité et bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Ce soir, nous allons parler de la nouvelle charte de transition qui a été adoptée hier par le Conseil national de transition. Le texte n'a pas fait l'objet d'une modification de fond, précisent les membres du CNT, mais parmi les amendements, il y a le nombre de conseillers qui passera de 121 à 147. Le poste du vice-président est supprimé, une amélioration des actions du gouvernement pour établir la sécurité sur l'ensemble du territoire, la promotion de la bonne gouvernance et l'organisation des élections générales sont aussi demandées par le CNT. Mais concernant la prolongation de la transition, les conseillers estiment que cette durée sera fixée par le gouvernement conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. Quelle analyse donc du contenu de cette nouvelle charte? Le Grand Dialogue pose le débat. Et nos invités sont Ibrahima Tamega, porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements politiques, Alaï Ali Diko, vice-président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusi Mali, Fatima Maïga, directrice du cabinet SN et Diasako, éditrice. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Quelle analyse de la nouvelle version de la charte de la transition? C'est donc le thème du grand dialogue. Et nous allons joindre Nouhoum Sarr, qui est membre du Conseil national de transition, pour nous expliquer ce qui change par rapport à ces deux versions du texte. Bonsoir Nouhoum Sarr. Bonsoir. Alors, concernant cette charte de la transition, cette nouvelle version qui a été adoptée hier par le Conseil national de la transition, pouvez-vous nous résumer ce qui change entre les deux textes? Bon, il est important de situer la révision de cette charte dans son contexte. Nous sommes presque à la fin de la période qui a été fixée par la charte que nous sommes en train de modifier. Et c'est dans ce contexte-là, conformément à ce document, à cette charte, l'initiative de la révision vient du président, soit d'un tiers du CNT. Du tiers du CNT. Et donc, ce qui change fondamentalement, la question de la vacance de pouvoir. Parce que la volonté divine est au-dessus de tout. Il peut y arriver qu'une force majeure intervienne dans le processus de transition et que le président de la transition soit empêché, je touche du bois, que Dieu nous en éloigne. Et voilà, ça a été pris en charge par la nouvelle version. Aussi, il a été la question du délai. Dorénavant, il n'y a pas de délai fixé dans la nouvelle version de la charte, tout simplement parce que nous estimons que le gouvernement de la République du Mali a engagé un processus de dialogue avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies, pour se mettre d'accord sur un calendrier électoral, sur un chronogramme électoral de la transition. Et nous n'avons pas voulu empiéter sur cela et c'est pourquoi nous avons indiqué clairement que la transition prendra fin avec l'organisation des élections générales, ce qui veut dire que l'élection présidentielle plutôt, ce qui veut dire que le consensus sur le délai que le gouvernement va obtenir avec nos partenaires, c'est ce consensus qui s'imposera à tous. Est-ce que donc, Nouhoum Sarr, est-ce que ce délai sera donc intégré dans la charte de la transition? Bon, c'est pas nécessaire. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va obliger les autorités de la transition à respecter ce délai? Un accord, vous savez, les accords internationaux sont au-dessus même de nos textes sur le plan national. C'est ce que notre constitution indique. Et donc cet accord avec la communauté internationale va s'imposer à tous. Il est aussi à indiquer que dans la nouvelle version de la charte, dans la charte modifiée, les membres du CNT passent de 121 à 147 pour matérialiser cette volonté du peuple et du président de la transition d'opérer plus d'inclusivité parce que certaines forces politiques ont estimé qu'elles étaient exclues
Et aussi, il n'y a pas de contrainte par rapport au nombre de membres du gouvernement. Parce que l'ancienne charte, l'ancienne charte imposait 25 membres. Maintenant, nous laissons, comme ça se fait d'habitude, la latitude au président de la transition, au Premier ministre, de fixer l'architecture gouvernementale. Mais par rapport à cette inclusivité demandée par certains Maliens aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est possible de satisfaire cette doléance? Bon, le président de la transition a toujours eu cette préoccupation-là. Je vous rappelle qu'il a rencontré l'essentiel des forces politiques à la veille des assises nationales. Il leur a donné les assurances nécessaires. Il a pris en compte leurs préoccupations et il leur a donné des garanties par rapport à l'inclusivité. Et donc vous pensez que le chiffre 147 suffira désormais? Bon, vous savez, l'inclusivité est un processus. L'inclusivité n'est pas fichée. Et 147, 26, il s'agit d'un élargissement. 26 nouvelles personnes vont intégrer le Conseil national de transition. Et ces 26 nouvelles personnes peuvent contribuer à renforcer l'inclusivité parce que l'actuel Conseil national de transition est inclusif. La quasi-totalité des forces politiques y sont représentées et ça ne va faire que renforcer cette inclusivité-là. Merci Nouroum Sarr. Nous allons donc merci beaucoup Nouroum Sarr. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de transition. Vous êtes un des conseillers parmi les 120 qui ont adopté ce nouveau texte, qu'il s'agit de la charte de la transition. Alors, Ibrahim Tamega, vous êtes porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements politiques. Est-ce que vous partagez cette analyse, ce regard que porte Nouroum Sarr sur cette nouvelle charte de transition? Absolument pas. Tout d'abord, permettez-moi de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct et bonjour à mes co-débatteurs, à vous aussi pour l'invitation. Merci. Et je ne partage pas la lecture, ou du moins le point de vue de mon frère Nouroum Sarr sur cette question. Il a évoqué pas mal de points. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire combien nous sommes surpris, et nous venons de l'entendre à travers Nouroum Sarr, que désormais, il n'y a pas de délai au niveau de la transition, c'est-à-dire qu'elle peut durer éternellement aussi. Selon l'accord que les autorités de la transition... S'il n'y a pas de délai, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nouroum Sarr qui le dit sur vos antennes, qu'il n'y a pas de délai, nous venons tous de l'écouter, donc la transition peut aller à une durée... Comme il n'est plus à l'antenne, je précise exactement ce qu'il a dit. Il dit qu'il n'y a pas de délai, que c'est aux autorités de la transition et aux autres partenaires, notamment la CEDEAO, de trouver un consensus par rapport au délai. Vous avez dit, justement, pour répliquer, vous avez dit qu'il faudrait un cadre juridique pour quand même... J'ai posé une question. Oui, vous avez posé une question et il répond, en réponse à cela, il dit que les lois internationaux sont au-dessus de nos lois. Ce n'est pas en tout cas l'impression qu'on nous a donnée quand la communauté internationale a pointé du doigt certaines formes de non-respect, justement, de nos engagements internationaux. Mais je vais rester dans le contexte. Révision de la charte. Avant qu'on en arrive là, il faudrait... Parce que vous dites que vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Lesquels? Absolument, j'en viens. Avant qu'on en arrive là, il faudrait dire qu'il y a eu d'abord une première charte qui a été élaborée et validée de façon inclusive, concertée. Ce sont des hommes et des femmes, au lendemain du coup d'État, qui ont décidé d'avancer, de regarder l'avenir. Il fallait se mettre d'accord sur un texte qui pouvait définir les contours, le mode de fonctionnement de cette transition. Et malheureusement, la deuxième charte, quand le chef de l'État a sollicité les CNT, c'était prévu dans un des articles, bien entendu, de la charte première, qu'il fallait qui a invité les CNT à procéder à la révision de la charte, à l'adoption d'une nouvelle charte. Ce qui a fait défaut, monsieur, et que nous dénonçons au sein du cadre, c'est que l'inclusivité qui a été au rendez-vous lors de la première élaboration de la première charte n'a pas été le cas
lors de l'élaboration de cette deuxième charte. On a méprisé la classe politique, on a méprisé la société civile, on a méprisé les notabilités traditionnelles. Tout ceci devrait être consulté en amont avant de procéder à la discussion autour de l'élaboration d'une nouvelle charte. Ça n'a pas été le cas. Et nous trouvons cela très grave parce qu'on parle de peuple. Le peuple, ce n'est pas les 120 membres du CNT. Les membres du CNT, c'est par accident qu'ils jouent aujourd'hui le rôle d'un organe législatif. Ils jouent le rôle par accident. Donc il ne faudrait pas que les CNT donnent l'impression qu'ils représentent le peuple alors qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Ce sont les députés élus par le peuple. Pour équilibrer le temps de parole, vous aurez l'occasion de poursuivre encore pour donner plus de détails par rapport à ce que vous voulez dire. Fatima Maïga, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Tamega qui estime qu'aujourd'hui, le processus qui a été engagé pour la révision de cette charte-là n'a pas été inclusif? Est-ce que c'est important de répondre par oui ou non? Je ne pense pas. Mais tout à l'heure, M. Moussar a eu un descriptif assez factuel, mais je pense qu'il a omis peut-être de dire qu'il y a eu les ANR, donc les Assises nationales pour la refondation, et que, de façon tout à fait logique, ce qui se passe, ce qui était imposé, c'était d'ajuster la charte par rapport à une donnée fondamentale qui est sortie des assises, qui était la volonté du peuple malien de donner suffisamment de temps à cette transition pour poser les bases. Les assises, c'est les bases de la refondation de l'État, parce que c'est la refondation de l'État qui importe le plus au peuple. Donc, peut-être pour repréciser ce qui se passe, ce n'est pas tant la volonté, je pense, des autorités de la transition, mais c'est ce qui est exprimé, c'est la volonté du peuple malien, à travers les assises nationales de la refondation, de donner cette tranche de période. Donc, c'est aussi pas factuel de dire qu'on a laissé libre cours. Il y a simplement un temps, c'est borné, une proposition entre 6 mois et 5 ans. En laissant d'ailleurs, en toute responsabilité, la possibilité à nos partenaires extérieurs de s'aligner, ou en tout cas de travailler à l'intérieur d'un canevas qui a été proposé par le peuple malien. Donc je voulais cette précision-là. Et je pense que ça apporte toute la légitimité de cette révision de la charte. Donc vous pensez qu'à travers les assises nationales de la refondation, les préoccupations des uns et des autres, notamment la classe politique, la société civile, comme le souligne M. Tamega, ont déjà été prises en compte? Oui, nous avons eu, en termes de participation, presque 85 000 personnes qui ont participé aux ANR, et la vaste majorité, c'était au niveau des cercles et des communes du Mali, avec des déplacés qui étaient à peu près du nombre de 3 000, mais également des personnes à Bamako. Donc, il y a eu des partis politiques qui ont participé à ces assises. Pas tous, donc. Une grande partie des partis politiques, oui. Je sais qu'il y a un débat sur ça, mais j'espère qu'on va revenir à ma préoccupation fondamentale, c'est de savoir finalement cette transition, est-ce que c'est une transition qui ne doit s'occuper que de la question électorale? Et dans la question électorale, ce n'est pas tant ce qui a manqué aux élections maliennes, c'est-à-dire la légitimité, parce que nous avons toujours eu des taux de participation très faibles. Mais déjà, est-ce que vous comprenez le fait que le CNT n'est pas tranché sur la durée de la transition? Absolument, parce que ce n'est pas une priorité des Maliens. Je pense que cette priorité de durée fixe n'est pas une priorité des Maliens. Et ce qui se passe, c'est l'esprit même de la refondation, c'est que nous nous alignons sur les priorités des Maliens. Et nous allons parler des priorités des Maliens. Ce n'est pas de définir un temps, mais de définir le temps qu'il faut pour les réformes qui vont amener la sécurité et le mieux-être au Mali. Oui. Ali Diko, vous êtes du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Aujourd'hui, est-ce que vous également, vous pensez qu'il est normal que le CNT n'ait pas tranché sur la question de la durée de la transition, que les Maliens sachent aujourd'hui qu'est-ce que le CNT choisit comme durée par rapport à la prolongation de la transition? Tout à fait. Je pense qu'il est très important de rappeler ici qu'il y a eu beaucoup de points qui ont été tranchés sur cette révision de la charte, qui sont
fondamentales et nécessaires aussi pour faire avancer les choses. Lesquelles? Notamment l'augmentation, l'élargissement du nombre de membres du CNT. Et il faut rappeler que c'est une préoccupation qui a été prise en compte lors des ANR, lors des assises nationales de la refondation. Cela faisait partie aussi des résolutions. Est-ce que c'est donc un partage de gâteau? Il avait été question notamment de parler du renouvellement de la CNT et éventuellement aussi ils ont parlé aussi de l'élargissement de la CNT. Et nous pensons que... Est-ce que vous pensez que c'est donc un partage de gâteau? Ce n'est pas un partage de gâteau, c'est juste... Qu'est-ce que 147 membres va changer par rapport au fonctionnement du Conseil national de transition actuel? Justement, nous pensons que la question n'était pas seulement d'élargir le nombre de membres de CNT, parce qu'en réalité, il faut renvoyer les membres de CNT à leur base. Parce que nous reconnaissons déjà que parmi les élus et les représentants du peuple, très généralement, ils ont été élus pour représenter le peuple et normalement, ils doivent faire des restitutions. Et nous demandons d'abord... À leur base. Au niveau local? Nous voulons carrément qu'il y ait un changement total. Au niveau comment faire cette restitution à la base, au niveau local, surtout dans un pays où le contexte sécuritaire ne le permet pas, selon même les autorités de la transition, puisque c'est une des raisons évoquées par rapport à la non-tenue des élections à ce stade? Vous le savez très bien que la CNT a été choisie sur la base très claire, parce qu'ils ont tenu compte des regroupements de la société civile et des regroupements de certains partis politiques. Donc nous allons revenir là-dessus. La préoccupation aujourd'hui de Fizi Mali, c'est de demander de carrément reprendre ce CNT, en demandant toutefois au regroupement et à la société civile de proposer des éléments, des nouveaux éléments éventuellement. Et si les anciens éléments de la CNT ont déjà été validés par leur base, il n'y a pas de problème. Mais cela n'est pas seulement le problème. Le problème, c'est qu'il faudra qu'on revienne sur la base, qu'on renvoie tous ces éléments à leur base. C'est ça notre préoccupation aujourd'hui. Dia Sako, vous êtes éditrice. Aujourd'hui, quand on fait une analyse pour faire la différence entre le précédent texte et celui-ci, concernant les changements parmi ceux qui ont été cités, on note notamment la suppression du poste du vice-président. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'il n'y ait pas de délai fixé, même si on sait que les autorités de la transition avaient proposé 5 ans avant de revenir à 4 ans à la CEDEAO? C'est étonnant qu'il n'y ait pas de délai, mais c'est aussi compréhensible qu'il n'y ait pas de délai vu la friction qu'il y a entre le Mali et ses partenaires extérieurs, notamment les pourparlers qui sont en cours entre la CEDEAO et le Mali. Donc en fait c'est un pas de prudence. Moi j'en lis un pas de prudence dans le fait que le CNT n'ait pas proposé et que le CNT se soit aligné sur les 85 000 personnes, enfin bon, j'avais 77 000 personnes qui avaient participé aux assises nationales de la refondation, qui sont une représentation du Mali, mais pas de tout le Mali. Donc, ça nous renvoie en fait à plusieurs autres questions. Qui prennent en compte en fait la préoccupation du cadre des partis politiques, qui va prendre la préoccupation aussi de plusieurs autres cadres de citoyens qui sont quand même aussi qui ont besoin d'être écoutés, dans mon entendement, qui ont besoin d'être écoutés et qui demandent des élections, même si j'entends qu'il ne faille pas aller vers des élections précipitées pour éviter de repartir dans les mêmes travers que nous avons connus, c'est-à-dire des élections bâclées, avec ensuite, juste derrière, des oppositions qui se forgent en clan et qui deviennent une forte opposition qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Je m'apaisantirais plutôt sur le premier amendement qui est en fait d'accentuer plutôt le rôle de la transition et ce rôle qui doit prendre tout son sens dans la sécurisation du Mali, qui aussi, on a de petites bonnes nouvelles du front qui font qu'on peut se dire, le peuple peut se rassurer et de se dire qu'on peut aller vers une sortie de crise avant d'organiser des élections. Mais après, honnêtement, par honnêteté intellectuelle, quand j'entends qu'on ne peut pas organiser des élections alors qu'on a organisé les ANR et qu'on a fait venir des représentants locaux de partout du Mali, sauf les partis inaccessibles du Mali, de Kidal et de Ménaka, personnellement, j'ai du mal à comprendre. Donc, hormis cela, on peut écouter éventuellement ce qu'on appelle peuple, mais ce qu'on appelle peuple, qu'on l'appelle peuple dans son sens
essentiels, pas des groupuscules qui vont représenter et qui vont nous ramener ensuite vers les mêmes tensions que nous connaissons depuis des années. Il y a une très grande différence entre l'organisation des élections et la tenue des assises nationales de la refondation. Oui, bien sûr, il y a une différence capitale, mais c'est un argument sur lequel il est dangereux de se baser sur cet argument-là parce que sa fragilité est vite démontrable. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la durée concernant la prolongation de la transition est une préoccupation des Maliens? La durée, quand on dit malien, enfin, dans toute version unique, enfin, officielle, il y a 2 versions à l'intérieur. Quand on dit malien, il y a aujourd'hui 2 Maliens qui se font face, 2 visions maliennes qui se font face, qui est une première vision qui se trouve l'organisation des élections et une autre, c'est à écouter. Même si il y a une grande frange aujourd'hui qui se dit « Nous n'avons fait que d'organiser des élections depuis 30 ans dans ce pays, nous sommes toujours dans les mêmes problèmes. » Mais est-ce qu'il faudrait aussi s'appuyer uniquement sur et oublier en fait les objectifs que nous avons à atteindre qui sont de réformer, moi je dis réformer plutôt, qui sont de réformer certaines bases avant d'aller à des élections. Cela peut prendre éventuellement 6 mois, comme ça peut prendre 5 ans. C'est aux Maliens. Pourquoi ne pas faire un référendum? On a connu des référendums dans ce pays si on ne peut pas organiser On va poser la question à Fatima des élections. Diasako s'interroge sur pourquoi ne pas faire un référendum concernant cette situation-là. Pourquoi le faire si c'est pour des questions électorales? Encore une fois, je reviens pour savoir si la durée devrait être libre ou fixée. Encore une fois, je pense qu'il y a une inversion et une extraversion des priorités qui est assez inquiétante et qui est quelque chose à laquelle nous voulons nous attaquer. Je fais partie de la MAR, de la mission d'appui à la refondation, au passage. C'est-à-dire qu'il est impensable que 2 ans après le démarrage de cette transition, avec la réalité qu'on connaît, parce que si vous aviez transposé ce débat à Mondoro, ou plus proche encore en termes d'optimisme à Farabougou, ces zones sous embargo depuis 2019 qui sont en train de se libérer, je vous mets au défi de pouvoir faire 2 minutes de discussion sur ces questions-là. Ce n'est pas possible. Alors si on se demande si nous parlons, en tout cas, ce que le rapport des ANR fait, ou même ce qui a été mis dans la charte, répond à des aspirations du peuple malien ou une forme de manipulation, je vous dis, soyez vraiment à l'aise. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le peuple malien qui met le curseur sur ce qui l'intéresse. Mais qui devrait permettre ce qui l'intéresse, la possibilité de tenir cette discussion en 2 minutes, par exemple, à Farabougou ou à Mondoro. Qui doit permettre ça? Vous ne pourrez pas trouver débat à la pertinence d'organiser un référendum. C'est presque indécent pour les 7 millions de Maliens qui sont en urgence humanitaire totale, qui sont en première ligne. Mais qui doit permettre cela? Qui doit permettre les conditions, que les conditions soient réunies, mais l'ensemble des Maliens. Mais en première position, il y avait eu un engagement. Si vous avez été là au début de la transition, la priorité numéro 1, c'était la sécurité. Je reviens à ça, c'était la sécurité. Et cette sécurité, comme priorité, elle est un lien, c'est-à-dire un fil depuis le DNI et bien avant. Rétablissez la sécurité. Il y a 2 formes de sécurité. N'est-ce pas? Il y a la sécurité humaine et simplement la sécurité qui incombe à nos forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sans propagande aucune, et même reconnu par l'expert sur les droits humains, Alioune, pour la première fois en presque une décennie, nous observons une baisse, mais vraiment évaluée et évaluable, des atteintes des droits humains. À peu près 27% de baisse sur les 3 derniers mois. Ce n'est pas venu par hasard. C'est venu parce qu'il y a une partie de la transition, c'est-à-dire la deuxième partie de la transition qui est en œuvre depuis 9 mois, qui a décidé de simplement répondre avec des résultats à la première priorité parce que c'est ce qu'ils savent faire. D'accord? Ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les Maliens renouent avec le contrat social. C'est-à-dire renouent avec un élément fondamental de la capacité d'ailleurs à faire des réformes dont on parle, c'est-à-dire la confiance en l'État. Cette confiance, elle est bâtie sur la capacité de l'État à écouter, à respecter les priorités. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, non, nous n'avons pas besoin de référendum. Ce dont nous avons besoin, c'est de paix. Il nous faut un environnement apaisé. Moi, je salue
l'inclusion d'un plus grand nombre, mais je voudrais bien que tout le monde se rappelle que le critère d'inclusion, ce n'était pas d'augmenter le nombre. Si vous demandez à nos femmes, par exemple, à Badjangara, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit c'est le CNT de Bamako. L'inclusivité, c'est de s'assurer que plus de personnes qui sont en première ligne aujourd'hui du conflit puissent rentrer dans le CNT. Et vous savez, lorsque ces femmes et ces hommes rentreront dans le CNT, ces débats qui n'ont rien à voir avec les priorités des Maliens, nous serons tus. Et nous serons un bloc face à la CEDEAO qui, en fait, ne nous impose rien d'autre que de trouver un consensus. Et ce consensus, il doit se construire sur l'essentiel. Et c'est essentiel, depuis le DNI jusqu'aux assises sur le Nord, auquel nous avons participé en 2013, il y a toujours cette trame permanente. Assurez-nous la sécurité physique des personnes et assurez-nous également d'autres formes de sécurité humaine. Nous avons un résultat clair sur ça. Et c'est à partir de ça que nous allons appeler les Maliens à repenser la durée de la transition en termes de ce qu'il faut faire pour obtenir des résultats. Je pense que ça, c'est une réponse à tous ceux qui sont... Vous voyez tout ça en combien de temps? Et encore une fois, vous nous ramenez à ce qui n'est pas essentiel. C'est une question que se posent les Maliens aujourd'hui et toutes les questions que se posent les Maliens sont essentielles aujourd'hui. Alors, par rapport aux arguments que vous donnez, en combien de temps est-ce que vous voyez tout cela? Nous avons eu 516 recommandations des ANR et cette obsession sur la durée qui va entre 6 mois et 5 ans, elle est une manipulation en elle-même. Parce que si les gens prenaient le temps de 6 mois à 5 ans, pourtant ce sont des participants des assises nationales qui l'ont proposé. On n'a pas compris comment ils en sont arrivés à là. Vous savez, il y a une très grande logique pour ceux qui ont participé aux ANR, notamment au niveau, c'est 77 000 environ personnes, au niveau commune et cercle, et puis en tenant compte des autres membres, à peu près 85 000. Ils ne se sont en aucun cas focalisés sur la durée. Ce n'est pas leur problème, je vous le dis encore. Par contre, leur problème, c'est les réformes de la justice. Même pas les réformes de la loi électorale. Cette justice, dont l'absence a fait que les conflits liés, par exemple, aux fonciers, qui sont fondamentaux, qui sont des déterminants fondamentaux de la crise que l'on vit, les conflits, c'est-à-dire comment la justice n'a pas été servie, comment elle n'a pas été dite, comment elle a instrumentalisé les conflits. Vous savez ce qu'on veut? On veut des réformes. Vous aurez la parole tout à l'heure. Tamega, est-ce que vous êtes d'accord avec Fatima Maïga qui pense qu'aujourd'hui, les Maliens sont plus inquiétés par l'insécurité qu'ils vivent aujourd'hui que la durée de la transition? Vous savez, quand j'écoute ma sœur Fatima, j'éprouve une forme d'inquiétude à vous entendre, à entendre les mots choisis, les phrases articulées. Permettez-moi de dire que souvent je suis inquiet. Quand vous dites que la volonté du peuple, c'est à travers les ANR, et vous dites que c'est 90 000 ou 80 000 personnes, mais les assises nationales, c'était bien au-delà. Mais on n'a pas eu l'ambition, la prétention, pardon, de dire que c'était la volonté du peuple. Je pense que c'est très important, quand on parle de peuple, de faire attention aussi aux indicateurs statistiquement vérifiables pour dire que ce groupe représente le peuple, vraiment. On peut déterminer cela à travers des élections. Parce que là, les Maliens s'expriment dans les urnes. Ils expriment leurs choix sur telle ou telle personne ou sur tel ou tel représentant. Madame, quand vous dites que les élections ne sont pas une priorité, peut-être pour vous, peut-être pour ceux-là qui ne gagneront jamais d'élections au Mali à travers les urnes, peut-être pour ceux-là qui n'accéderont jamais à des postes de responsabilité à travers les élections, qui préfèrent aujourd'hui, dans le contexte actuel, se cacher derrière la transition pour se maintenir au pouvoir, pour s'accrocher au pouvoir, parce que bien entendu, l'histoire récente nous a enseigné que ce sont des gens, quand on va aux élections, ils se retrouvent avec des 0, et quelques pourcents, des 1, oui, cette catégorie d'hommes et de femmes politiques ne souhaite pas qu'on organise des élections et je souhaite que vous n'en faites pas partie. Je prie. Revenons à la charte, monsieur. La charte a été donc adoptée, la nouvelle version de la charte. Noussar a donné une version, mais figurez-vous qu'il y a un membre du CNT, non moins celui qui a la charge de la commission des lois, Souleymane Mandé, qui s'est exprimé en disant que c'est un événement instinctif qui viendra marquer la fin de la transition. Mais où va le Mali? Où est le sérieux? C'est un événement qui viendra marquer. Madame, vous dites, vous savez, si nous sommes aujourd'hui sous sanction,
Si nous sommes aujourd'hui dans des escalades avec la communauté... Justement, en parlant de sanctions, quand Fatima parlait de blocus tout à l'heure concernant la CEDEAO, je rappelle un peu le contexte puisque les autorités de la transition ont proposé d'abord, comme je le disais, 5 ans avant de revenir à 4 ans. Et aujourd'hui, la CEDEAO propose 12 mois pour la durée de la transition. Vu qu'il n'y a pas de délai proposé par le CNT, est-ce que vous pensez que ces deux parties trouveront finalement un consensus concernant le délai? Il y a une inquiétude majeure. Je me suis articulé sur les propos de Souleymane Dey tout à l'heure, qui disait que c'est plutôt un événement instinctif qui viendra marquer la fin de la transition. C'est-à-dire la transition peut durer aussi, cet événement peut arriver en 2050, en 2080, nous ne le souhaitons pas. Soyons sérieux. Si on est sous embargo aujourd'hui, si on est sous sanction aujourd'hui, c'est que nos autorités de la transition n'ont pas été capables de proposer un délai raisonnable, acceptable par nous tous, d'abord sur le plan intérieur, mais aussi par nos amis. Il ne faut pas voir la communauté internationale à chaque fois comme nos ennemis. Le Mali, c'est aussi la CEDEAO. Nous avons des engagements internationaux. Il y a une délégation et une mission de la CEDEAO qui vient à Bamako le jeudi prochain. Nous prions vraiment. Parce qu'au plus profond de nous, notre souhait, c'est que cette transition réussisse. Qu'elle réussisse sur la base de la vérité. Qu'elle arrive à réconcilier les cœurs des Maliens. Qu'elle arrive à nous donner la force de se mettre d'accord autour de nos désaccords. Alors, Taméga, on donne la parole à Diko. Je termine juste par cette phrase. Oui, mais... par cette phrase. Qu'elle nous donne la force de faire de nos différences un atout pour avancer et non un problème. Et la phrase est terminée. Alors, Alaï Ali Diko, aujourd'hui, est-ce que vous avez les mêmes interprétations que M. Taméga par rapport aux propos qu'il cite venant de Souleymane Dey? Parce qu'il estime qu'aujourd'hui, il se pourrait que la transition dépasse même les 5 ans qui sont le délai maximum proposé par les participants des Assises nationales de la refondation. Pas tout à fait d'accord avec lui. Moi, je voulais juste rappeler qu'en fait, il y a un délai déjà qui est proposé. Rappelons déjà que FISI Mali, étant la première organisation à demander la prolongation de la transition qui est en cours dans notre pays, à travers un référendum populaire qui est une pétition que nous avons lancée. Et nous avons pu recueillir plus de 4 millions de Maliens qui ont demandé la prolongation de cette transition. Et nous avons suivi aussi à travers les Assises nationales de la refondation. On va le laisser poursuivre, vous aurez l'occasion de poser la question. Nous avons assisté aussi des propositions au niveau... Je rappelle aussi que FISI Mali a été très concret et précis. Nous avions demandé minimum 2 ans, une prolongation de 2 ans. Et ça a été repris en compte au niveau des Assises nationales de la refondation. Et je pense qu'il y a déjà un délai qui est proposé par le peuple malien. Et ce délai est sur la table des négociations entre les partenaires du Mali. Lui-même, il a rappelé que la délégation de la CEDEAO sera là le jeudi prochain. Moi, je pense que laissons le gouvernement travailler et je pense qu'ils vont nous sortir un calendrier qui sera vraiment acceptable pour tout le monde. Et donc, est-ce que vous avez espoir par rapport à cette venue de la CEDEAO jeudi prochain que la CEDEAO et le Mali trouvent un consensus par rapport à la durée de cette transition? Justement, il faut rappeler que la CEDEAO doit respecter la volonté malienne. Parce que ce délai qui a été proposé est venu juste du peuple malien. Et donc, ce n'est pas à la CEDEAO de proposer quelque chose au Mali. Il ne doit pas y avoir de négociation, d'échange. Il faut que les autorités de la transition proposent et que la CEDEAO accepte. Bien sûr, les autorités de la transition doivent proposer la volonté malienne à la CEDEAO, quitte à la CEDEAO de donner son quitus en tant que partenaire. Quelle sera donc l'utilité de la venue de la CEDEAO? Pourquoi les autorités de la transition n'envoient pas justement cette date et que la CEDEAO l'accepte? Pourquoi des négociations, des échanges, si une partie doit tout simplement proposer et que l'autre accepte? Il faut rappeler que ce n'est pas à la CEDEAO, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas à la CEDEAO de nous proposer un calendrier électoral. Vous savez, la fois dernière, quand le Mali a été à la rencontre de la CEDEAO, c'était pour négocier sur la proposition qui est sortie des Assises nationales de la refondation. Malheureusement, la CEDEAO, au lieu d'écouter nos autorités, ils se sont juste mis à infliger une sanction au peuple malien. Donc moi, je pense qu'entre le Mali et la CEDEAO, c'est un partenariat. Et nous pensons que la CEDEAO doit aussi vraiment être indulgent vis-à-vis de la situation malienne, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que le pays traverse aujourd'hui une crise multidimensionnelle et que nous saluons ici de passage les efforts remarquables que nos autorités de défense et de sécurité ont vraiment abattus sur le terrain. Il s'agit aujourd'hui de la stabilité du pays. Il s'agit de sécuriser le pays et de ramener la paix
C'est ça qui est une priorité aujourd'hui au Mali et non les élections. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la CEDEAO va se limiter à accepter tout simplement toute durée qui sera proposée par les autorités de la transition? Je reviens toujours sur la nécessité de connaître un délai. Un délai qui soit acceptable par les Maliens. Les Maliens d'abord, les Maliens eux-mêmes. Qui fassent consensus. C'est une fois qu'on aura, en fait, quand on ne peut pas dire à ses partenaires nommément ce qu'on recherche, on ne peut pas attendre une réponse positive de ces partenaires-là. Mais encore une fois, il est question de souveraineté du Mali. Et s'il est question de souveraineté du Mali et que moi-même personnellement... Il y avait une proposition de 5 ans et ensuite de 4 ans. Oui, il y a une proposition de 5 ans, de 4 ans. On nous murmure dans les oreilles que le Mali va accepter 16 mois. Et je pense que de 16, 18 mois à 2 ans, ça peut être acceptable. On parlait tout à l'heure de sécurité humaine. Dans cette sécurité, il y a la sécurité alimentaire. Nous sommes un pays fortement alimentaire. Nous sommes un pays qui consomme 90% de l'extérieur. Donc, est-ce que... Moi, je me pose toujours ces questions-là, et Dieu sait que je suis prête à l'ouvrage. Moi, j'ai déjà mes terres au bord du fleuve Sénégal, donc je suis totalement prête à me retirer et aller faire de la culture. J'ai aucun problème pour cela. Je suis donc prête à l'ouvrage. Mais est-ce qu'il faudrait qu'on se pose ces questions vitales qui préoccupent les Maliens? Les micro-trottoirs de cette semaine sont largement indicateurs dessus. Donc, posons-nous les questions vitales. Est-ce que si on va à la confrontation avec nos partenaires extérieurs, allons-y. Je n'ai absolument pas peur de cela. On assume ensemble, nous sommes 20 millions dans le même cri, on assumera ensemble quelles seront les conséquences de cela. Est-ce que le Mali peut faire face à cela? Question vitale, est-ce que nous pouvons faire face à cela? Hormis, aplanissons en fait cette tension qui est très ambiante. Est-ce que le Mali peut faire face à un bras de fer qui va se poursuivre entre le Mali et la communauté internationale, notamment la CEDEAO? Sans être trop naïve, je pense que ce bras de fer ne sera certainement pas nécessaire. Je pense que le gouvernement est en train de travailler. Il a été mis en place un groupe de travail, y compris au niveau ministériel. Même sur ça, on attend l'avis final de la CEDEAO. Et c'est dans ce cadre-là que M. Goodluck Jonathan vient sur la base des travaux du groupe de travail. Ça veut dire que ça ne s'est jamais interrompu, ce processus de négociation, et que de toute façon, ces sanctions qui sont illégales, parce qu'aucun texte ni de la CEDEAO ni de l'UEMOA ne le permettent. Donc dans le fond, tout à fait, ces sanctions sont totalement illégales et nous n'y pouvons rien pour l'instant parce que malheureusement, sur la forme, nous sommes exclus. Donc ces sanctions frappent encore plus les économies des pays qui aujourd'hui n'ont pas accès à la manne que représentaient les importations maliennes. Donc ces peuples-là, et nous sommes au contact de ces peuples-là, sont encore une plus grande force de pression pour qu'on en arrête au bras de fer qui n'arrange absolument pas ces autres parties. Alors, pour une transition réussie, c'est le souhait, je suppose, de l'ensemble des Maliens aujourd'hui. Comment réussir cette transition donc? C'est de faire ce qu'il nous a exhorté, je pense, notre cher collègue, à ne pas nous diviser sur l'essentiel. Je pense, Et en réalité, la question des élections, on peut la résumer. La problématique n'est pas la durée. La problématique, c'est de faire. Si les élections se passent dans un an, est-ce que vous allez pouvoir résoudre ce problème de non-participation? Parce que le Mali, bon an, mal an, a été le pays le plus faible sur cette question de participation. Et d'ailleurs, en 2018, rappelez-vous que le dernier gouvernement soi-disant élu a... Oui, parce que quelque part, si vous prenez en compte... Non, j'en ai besoin. J'ai besoin de le dire. Leur préoccupation par rapport aux élections doit être une participation de refonte de la non... Pourquoi les Maliens ne participent pas aux élections? C'est ça le problème. C'est-à-dire le désintérêt des Maliens est un baromètre de pourquoi les élections ne sont pas une priorité. Prenne la parole pour donner son point de vue par rapport à ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette transition soit une réussite. Merci beaucoup. Pour aller à la réussite de cette transition, nous pensons qu'il faut aller vraiment véritablement à l'application des résolutions des assises nationales de la refondation. Parce que les assises nationales de la refondation ont pris en compte
beaucoup de préoccupations aujourd'hui. Et si on passe vraiment à l'application, je pense qu'on aura la solution pour la réussite de cette transition. Et je souhaiterais aussi évoquer un point ici, parce que vous savez, c'est très important aujourd'hui qu'on aille vers ce qu'on appelle la carte d'identification familiale. Nous, au niveau des FISI Mali, nous avons eu à proposer ça et nous souhaiterions que le gouvernement aille vers ça. La carte d'identité familiale constitue un document qui peut être vraiment une source au niveau de l'existence familiale, qui permet à tout Malien d'être identifié, et cela pourrait aussi vraiment sécuriser nos documents administratifs. Ibrahim Tamega, aujourd'hui, qu'est-ce que les autorités de la transition doivent mettre en avant pour trouver un consensus avec la CEDEAO au bonheur des Maliens, parce que les denrées de première nécessité, les prix continuent d'augmenter selon les citoyens lambda? Bien entendu, en privilégiant le dialogue sur le plan national et aussi avec le reste de la communauté internationale, sortir de ces formes d'escalade, sortir, je ne dis pas l'ensemble des autorités, mais souvent certains avec eux jouent le jeu du populisme, de l'irréalisme, et finalement qui les induit dans leur ère. Ce serait bien qu'on se ressaisisse. Moi, ma plus grande préoccupation, ce n'est pas moi seul, c'est au sein du cadre. C'est comment réconcilier les cœurs des Maliens dans le contexte actuel. Parce que quoi que l'on fasse, le temps de parole, le cadre va accepter que Diasako donne également son point de vue. Merci Tamega. Merci Tamega. Alors Diasako, aujourd'hui, est-ce que vous pensez... Mon fils va me laisser parler. Est-ce que vous pensez que les autorités de la transition tendent vers ce dialogue-là avec la CEDEAO? Dialogue tout de suite, dialogue politique, dialogue avec tous les cadres politiques du Mali. Nous avons minimisé dans ce pays, avec l'ancien gouvernement, les 1, 5, 2%. La tendance a basculé et on pense qu'on a 95% contre 5%. Les 5% nuisibles peuvent chavirer le bateau. Et donc, Studio Tamani et l'ensemble des projets de la Fondation Hirondelle disent s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. C'est ce qui met fin à ce débat sur la charte de la transition. Quelle analyse de la nouvelle version? Vous avez suivi au début du débat une intervention de Noum Sarr, membre du CNT, et nos invités sur ce plateau, Ibrahim Tamega, porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements politiques, Alaï Ali Diko, vice-président du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali, Fatima Maïga, directrice du cabinet SN, et Diasako, éditrice. À la régie vidéo et audio, Seydou Ndaoua et Salim Diouara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et bonne réussite à la transition malienne. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.